Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 35 de notre petite saga sur Fire Emblem 4 Season no Kefu. Et alors c'est quand même, je dis la partie 35, mais je devrais dire que c'est la première partie de l'épilogue, donc la fin. Donc là ça commence vraiment à devenir sérieux. Donc là, on se bat, si vous voulez, pour l'avenir du continent. C'est-à-dire que on a fait du bon travail partout ailleurs, mais c'est vrai qu'il reste le royaume de Grandvale. Et là, il reste encore du gros monde, du beau monde, avec Veltomer, Belala, qui sont les deux capitales, je crois bien, du royaume. Donc nous évidemment on va partir de Chalfi et je crois bien qu'on va remonter tranquillement. Et donc on va passer par Eda, Dozel, Frige et enfin Belala et Veltomer. Il me semble bien, je crois que c'est ça. Voilà, pour affronter dans un combat final Julius, qui a pris le relais de son père quelque part en tant qu'incarnation du seigneur Loptir, et donc menace pour le monde, sachant qu'il s'est accaparé Julia, donc il a aussi le pouvoir éventuellement de Naga en réserve, donc c'est très dangereux tout ça. Et donc voici l'épilogue, la guerre sainte. D'ailleurs, la guerre sainte finale, The Final Holy War. Donc ça veut dire la guerre sainte finale, quoi. Voilà, donc évidemment on retrouve les deux protagonistes les plus importants concernant la manipulation dans ce jeu, c'est-à-dire Julius, qui est l'incarnation du seigneur Loptir, et Manfroy qui a, à mon avis, qui est même un petit peu, si vous voulez, le faiseur de roi dans ce jeu, c'est-à-dire le mec qui est pas le plus important, mais qui va être celui qui va mettre en place le boss final dans notre cas. Et ça depuis la génération 1 quand même. Donc ce mec, voilà, YOLO quand même. C'est quand même, il a quand même une influence majeure dans le jeu. Donc c'est en gros le chef, de ce que j'ai compris, c'est le chef de la secte Loptir. Voilà. Donc non, là c'est du serious business. Et évidemment on a Julia, qui elle évidemment ne peut rien faire, est prisonnière. Donc effectivement, il lui demande si elle se souvient encore, parce qu'il y avait déjà Deirdre qui avait subi un lavage de cerveau. Je me demande s'ils sont pas en train d'essayer de faire pareil, sauf que ça marche pas tellement. Enfin, je sais pas exactement, j'ai pas bien lu là, mais effectivement. Donc évidemment, elle annonce, donc elle dit ça cache, qu'elle a perdu son frère Julius au moment où Manfroy et toute la clique ont mis la main dessus. Ce qui veut dire que il fut un temps, Julius était peut-être un garçon adorable, etc. Donc c'est vraiment terrible dans ce genre de cas, parce que on peut pas non plus se dire, parce que originellement il était, vous voyez, son corps et son âme originelle était innocente, voilà, on va pas se dire, on va pas s'empêcher de le tuer quand même, vous voyez, parce que à ce compte-là, c'est compliqué quand même, à séparer les choses. Et sauf si vous en avez le pouvoir facilement, c'est toujours plutôt le fait de le tuer, malgré tout, même si originellement il est innocent. Il se trouve que c'est même dans l'incarnation de Loptir, donc j'ai envie de vous dire, voilà. Après, je vous avoue que je suis pas une perle en anglais, donc je me dis, peut-être que, en fait, c'est l'incarnation, mais peut-être que, si vous voulez, c'est de son choix à lui, mais comme il a été pris étant gosse,
On pourrait dire aussi qu'il a été, comment dirais-je, un petit peu... comment on dit quand vous êtes... on vous a retourné le cerveau, quoi, vous voyez, hein, donc c'est peut-être un peu ça aussi. Donc c'est difficile de savoir, est-ce que c'est une influence, peut-être magique, l'Optir, ou est-ce que on l'a tout simplement préparé, mais tout simplement mentalement. Voilà. Là, je suis pas assez subtil en anglais pour vous le dire, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que ça va être l'ennemi principal, et que de toute façon, il va falloir l'arrêter, hein, dans tous les cas. Donc voilà, encore une conversation entre Levin et Seliph. Et ils disent ce que j'étais en train de dire, hein. We must stop him. Voilà, nous devons le stopper. Et alors, Levin, hein, qui en plus, ce gros bâtard, connaissait toute l'histoire, et en fait, il fait des mystères. Vous allez voir, il va faire un mystère sur ce qu'est réellement le délire, vous voyez, l'histoire. Donc il dit ouais mais attends, on a déjà des choses à faire, je te raconterai la suite plus tard. Alors ça si c'est pas un effet de manche scénaristique, je sais pas ce que c'est, sincèrement. Voilà, avec les 13 Crusaders, hein. Donc les croisés je crois bien, hein, en anglais. Donc voilà, ça c'est un petit peu abusé. Le mec, non mais depuis le temps qu'on le connaît, il pouvait pas nous raconter l'histoire depuis le début. Enfin c'est... Oui, on l'a rencontré au chapitre 6, hein, c'est ça. Bon, fin du chapitre 6, il aurait pu lâcher le morceau. Et là, il faut attendre... Parce qu'en plus, non mais du chapitre 6 au chapitre... à l'épilogue, il doit y avoir mais peut-être des années hein, qui s'écoulent. Hein. On le dit pas, mais dans Genealogy of the Holy War, c'est ça qui se passe. Hein. C'est vraiment une histoire sur pas mal de temps. Donc là, il n'y a aucune excuse. Ça, c'est vraiment abusé, hein, franchement. Voilà. Les dieux descendent de 12 guerriers, de dieux libérateurs, voilà. Voilà, alors, sorry Seliph, but this I'll have to wait. Alors, mais ça, c'est vraiment n'importe quoi, franchement. Non mais, le mec, mais raconte ton histoire tout de suite. Mais c'est quoi cette histoire d'attendre? Déjà, on le sait que maintenant, et il révèle les informations que maintenant. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi, hein, cette histoire, franchement. Voilà, donc là, ça c'était la première partie, hein. Toujours est-il quand on commence un chapitre, ou ici l'épilogue, on montre toujours les cinématiques plus le titre du chapitre, ou ici de l'épilogue. Et ensuite il y a la deuxième partie, alors entre-temps, hein, pourquoi il y a une coupe nécessaire? Alors déjà parce que si je me plante au niveau de la deuxième partie, je dois refaire la première et la deuxième, donc c'est mieux que je compartimente. Et puis deuxième raison, entre-temps, je dois de toute façon faire les arènes. Alors, au cours de ce jeu, je vous les aurais jamais montrés, hein, de tout le jeu, mais je valide cette décision, hein, parce que c'est extrêmement long, extrêmement fastidieux, ça n'apporte rien. Alors, s'il y a quelques moments assez drôles, notamment quand vous allez mourir et que vous arrivez à tenir, voilà, mais ça vaut pas, voilà, ça vaut pas le fait de se taper tous les combats d'arène, vous voyez, enfin, je veux dire, franchement, je crois que j'ai vraiment bien fait de prendre cette décision et de ne pas vous montrer ces combats qui sont pas intéressants. Donc voilà, l'idée ensuite, c'est que dans cette deuxième partie, donc on commence à répartir un petit peu les unités. Alors, partie qui va être très longue, hein, je vous dis quand même. Parce que j'ai voulu prendre mon temps, c'est quand même, alors faut le dire quand même, c'est un petit peu dangereux. Maintenant, c'est plus long que dangereux, et ce n'est dangereux que si, j'ai envie de dire, vous envoyez tout le monde au bûcher, quoi, vous voyez, hein. C'est-à-dire attaquer toutes les unités, parce qu'on n'a pas encore vu, hein, mais peut-être que vous avez déjà un peu entreaperçu les choses. Il y a pas mal de peuples, hein. C'est ce qui fait la longueur de la vidéo aussi, hein. C'est qu'il y a pas mal de peuples, et en plus, c'est pas facile à négocier. Voilà. Alors, ce qu'il faut négocier en priorité, déjà, c'est les mecs sur les côtés. Il y a des mecs qui lancent du sommeil, je crois bien, et puis qui ont des attaques à distance, hein. Donc ça, il faut y détruire assez vite. C'est pas très dur,
mais c'est quand même de la magie, hein, donc faites attention. Ne laissez pas trop longtemps quelqu'un qui a 0 de résistance. Et voilà, tout le monde, tous les ennemis qui sont là, les laisser en vie et qu'ils attaquent en chaîne. Parce que là, vous allez avoir des problèmes quand même. Mais autrement, si vous en chargez tout de suite, normalement, il n'y a pas trop de problèmes. Alors on voit aussi, je parlais en même temps, donc j'ai peut-être pas... Quoique je l'ai peut-être fait... Ouais, j'ai peut-être fait plus tard, on va voir. Hein, mais... J'aimerais pas dire de bêtises, mais j'ai aussi présenté, je crois bien, les nouvelles armes à un moment donné. J'aimerais pas dire de conneries, mais je crois bien. En tout cas, bon, on peut déjà parler de Bolganone, hein, puisque Bolganone, pour rappel, et en plus je l'avais validé comme ça, parce que là je me suis dit, allez, je vais pas la refaire pour ça, et donc c'était, je crois bien, Ares hein, qui avait obtenu Bolganone, et du coup je l'ai donné à la seule personne légitime pour porter ce truc, évidemment, c'est Tiny. Alors, il y a aussi son frère qui peut le porter, mais lui, il avait déjà Tauron. Donc, voilà, hein, j'ai essayé d'équilibrer un peu les deux. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi un truc, je me rappelle quand j'ai fait le choix de ça, en même temps que je faisais les combats d'arène, en fait. Hein. Il y a un argument très important dans ce choix-là de Bolganone pour Tiny, pour les départager, finalement. Alors, certes, il y avait... si vous voulez, le tauron. Mais ça, c'est pas un argument en soi, ça m'arrangeait vite fait, mais voilà. Parce que finalement, vous revendez et Tiny rachète. C'est pas un problème en soi, vous voyez. Non, le vrai argument, je crois bien que c'était une question de vitesse. Et là, on voit le Bolganone, justement. Et on voit que le Bolganone, c'est quand même un truc alors, qui fait 20 points de dégâts, ce qui est quand même très correct. Bon, assez imprécis, 70, c'est assez imprécis. Mais surtout, ça va raccorder avec ce que je voulais dire. C'est-à-dire, le truc fait quand même 12 de poids, en termes de poids. Donc ça veut dire que c'est 12 de vitesse en moins. Et effectivement, entre Arthur et Tiny, devinez lequel a le plus de vitesse. Tiny. Donc ça devient plus intéressant pour elle de porter le Bolganone. Hein. Toujours, mais c'est très intéressant parce que il y a une stratégie de la répartition des armes. J'espère que s'ils font un remake, et ils vont le refaire, c'est évident, ça me paraît coulé de source, j'espère quand même qu'on gardera, parce qu'il faut pas oublier quand même que dans l'intention, dans les Fire Emblem récents, on a eu un petit ajout, hein, qui est très notable quand même. Hein. C'est la disparition, finalement, des charges pour les armes. Or ici, quand même, je me dis, comment ils vont faire pour se débarrasser de ça? Alors que quand même, c'est la base du jeu. Enfin, vous voyez, la réparation, vous avez votre propre gold, vous voyez... Enfin, comment ils vont faire? Forcément, à mon avis, le truc le plus simple, c'est quand même de garder le système. Et pourtant, on a vu que... sur Shadows of Valencia, voilà, ils sont restés sur un truc où il n'y a pas de perte de charge. Donc, ça serait intéressant de voir ça. Après, bon, je vois pas de problème en soi, si vous voulez, à virer les charges. Hein. Le seul truc, c'est qu'après, ça n'a plus beaucoup de sens. Parce qu'après, les armes ultimes, vous pouvez les utiliser à gogo. Et puis, voilà, enfin, ça pose un petit problème, quand même, en termes d'économie. Parce que l'économie, globalement, du jeu sert à payer la réparation des armes. Si vous avez plus ça... je vois pas trop à quoi ça sert. Mais enfin, peut-être qu'ils vont nous trouver un truc, voilà, peut-être des techniques à acheter, je sais pas, hein, voilà, ils vont peut-être trouver des trucs. Hein. Peut-être qu'ils vont totalement réagencer le truc de manière intéressante, hein. Et comme ça on aura des armes qui ne perdront pas de leur charge, et peut-être qu'on achètera des techniques, je sais pas, non mais j'en sais rien du tout, hein, franchement. Hein. Mais j'essaye de voir, parce que souvent quand même, sur les Fire Emblem qu'on a vu remake, ils ont quand même mis à jour certaines choses. Hein. Par exemple, on a vu que... je sais pas, il me semble que Shadow Dragon, pardon. Il me semble quand même que dans le jeu original, il n'y avait pas de triangle des armes. Hein. J'aimerais pas dire de conneries. Voilà. Donc, bon, voilà, ils ont fait des petits ajustements parfois. Alors, c'est pas des gros ajustements, mais on sait jamais. On sait jamais. Donc
ça peut... Non, ils ont procédé à des changements, quand même. Voilà, donc tout ça pour dire en gros que Bolganone, on le donne à Tini. Pourquoi? Parce qu'elle a une meilleure vitesse, voilà, tout simplement. Et ouais, non mais attendez, parce que là on parle quand même de 27 contre 22. 27, ça fait 5 de plus. Et comme l'arme est assez lourde, ça peut faire la différence. Ça peut faire la totale différence entre un coup qui va passer et un coup qui ne va pas passer. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Voilà, donc là, suite du combat, on a des cavaliers qui vont arriver sur nous. Alors, chose un petit peu, malheureusement, ça c'est, je vous avoue, souvent... D'ailleurs, ça explique un petit peu le temps que j'ai mis pour le faire, et quelque part aussi... que c'était le premier try, c'est que ça m'a un peu glissé des doigts, si je puis dire, puisque le boss, j'ai pas réussi à le tuer. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas si vous faites bien le ménage? Le boss repart, si vous voulez, à sa base, donc ici Eda, et on est bon pour un nouveau tour de manège. Alors j'aurais pu essayer de le rattraper, mais j'ai pas pu, j'ai essayé avec la danseuse et tout, impossible. Donc finalement... j'ai dû me résigner quand même à ne pas recommencer, parce qu'il faut quand même savoir s'adapter. On essaie de s'adapter à ce qui est en train d'arriver. Mais c'est vrai que déjà d'une, ça allonge un petit peu le temps de la vidéo. Et de deux, bon, c'est vrai que c'est pas optimal. Il vaut mieux le tuer direct, sauf si vous voulez plus d'XP. Parce qu'à la limite, ça peut être un argument. Voilà. Bon, nous, comme on n'est ni pressé, mais ni non plus, on va pas prendre totalement notre temps, et qu'en même temps on fait du boss leveling, il n'y a pas de nécessité particulière. Donc attention quand même, parce que les cavaliers c'est toujours délicat, surtout quand ils sont mixed, et quand ils sont mixed, ça veut dire qu'ils sont magie plus physique. Donc mixed, ça complique toujours les choses, sachant que tout le monde n'a pas la même portée que les cavaliers, donc ça peut être notable. Mais en termes d'instabilité, il n'y a que ça. Il y a les mecs sur les côtés en termes de mages, il y a les cavaliers, et ensuite, normalement, si vous jouez bien, il n'y a plus trop de surprises, entre guillemets. Il y a des choses à savoir ensuite, mais il n'y a plus trop de surprises. A noter aussi qu'il n'y a pas de pirates sur cette partie-là. Donc ça, c'est toujours bien. Non, parce que moi, je sais pas, mentalement, les pirates, ils me mettent toujours un petit peu la pression. C'est con, parce que je connais bien le jeu, je sais que je vais arriver à les tuer, mais même, je sais pas, il y a un truc dans mon esprit qui me dit, putain, ça urge, va vite le tuer. Vous voyez, c'est comme ça, ça met la pression. Parce que vous voyez le mec qui est en train de détruire la cité, mentalement, il y a un truc, vous vous dites, faut que j'aille le tuer le plus vite possible, c'est comme ça. Donc là, au moins, il n'y a pas ça, c'est déjà pas mal. Mais c'est pareil que, j'ai envie de vous dire, dans Radiant Dawn, les voleurs, ils vous foutent le stress parce qu'ils sont en mouvement, ils vont faire quelque chose et vous n'êtes pas sur place direct, vous voyez, donc c'est comme ça. C'est quand même... c'est bien trouvé, mais c'est stressant. C'est comme ça. C'est un petit peu les unités qui ne suivent pas le mouvement de la guerre et donc du coup qui sont en roue libre, et voilà, vous devez quand même les intercepter, donc c'est assez particulier. Et vous voyez que, quelque part, les unités à pied n'arrivent pas au niveau des unités montées. Donc, mis à part peut-être Lévin. Mais, donc là, je me tâte. Vous voyez, là, je suis en tâtement. C'est-à-dire que je me dis, est-ce que j'envoie la sauce? Et puis, comme j'ai confiance en moi et en mon équipe, je décide quand même d'y aller. Mais là, vous voyez qu'on n'est pas, et ça s'est avéré par la suite, on n'était pas et on n'est pas... en situation de l'emporter sur le boss, vous voyez. Alors, j'ai peut-être joué un petit peu de malchance au niveau des touches. Il y a peut-être eu quelques coups qui n'ont pas passé. Mais enfin bon, quand même, voilà. Donc, vous voyez que... faut quand même faire gaffe. Parce que là, vous voyez, il y a la moitié de l'équipe qui ne sert à rien, là, à la limite. Donc,
un 5 unités qui ne sert strictement à rien. Alors là, c'est là toute l'importance, si vous voulez, de bien choisir qui on attaque et avec qui. Et alors là, malheureusement, vous voyez que Finn ne double pas. Et c'est là où on commence un petit peu à voir les seconds choix. C'est-à-dire que là, on voit que Joalva, Finn, Wafei, à partir d'ici, ils commencent déjà à être un petit peu... vous voyez, il manque un petit peu des petits trucs. Pourquoi ? Finn, il a quand même le plus 5 en vitesse. Rappelez-vous, c'est très très tôt dans le jeu, en Gen 1, qu'il obtient cet objet. Pourtant là, ce n'est pas suffisant pour doubler. Voilà. Donc c'est quand même notable. C'est même un petit peu problématique selon moi. Alors après, on peut choisir l'option de la Slim Lens. Ça peut être une idée. Maintenant, la Slim Lens, donc, je sais plus comment c'est en français d'ailleurs, mais en tout cas, la Slim Lens, c'est quand même un petit peu moins en termes de dégâts. Je crois que c'est 12 points de dégâts. Donc, bon, c'est bien, c'est pas mal. Mais c'est un petit peu léger quand même. C'est pas... Voilà. Pour info, par exemple, l'épée en argent de base, même pas la lame en argent, hein, l'épée en argent, elle fait 14 points de dégâts. Et avec la lance, on est à 12. Vous voyez ? Sachant que Finn, il n'a pas de technique de critique, il n'a pas stellaire, il n'a pas adepte, il a juste poursuite. Et voilà quoi, hein, c'est tout. Donc c'est un petit peu problématique, on va dire. Ah mais les lances, hein, c'est déjà, d'un certain point de vue, c'est déjà assez lourd. Hein. Vous voyez quand même, Gaebolg, c'est 70% de... Ça se veut être comme ça. Hein. En fait, c'est pas tant la précision de la lance hein, qui pose souci, parce que la précision, c'est pareil que les épées, hein, globalement. Il n'y a que vraiment la hache hein, qui est en dessous en termes de précision. Mais là, c'est plutôt en termes de poids hein, que ça pose un souci. Donc c'est sûr que là, quand même, hein, surtout dans ce jeu-là, les épées sont meilleures, hein, quand même, globalement. Ça, je peux pas le contredire. Les épées, c'est le meilleur. Après, vous avez les lances et ensuite les haches. Mais vraiment dans cet ordre-là, hein, clairement. Parce que Joalva, par exemple, ça va bien qu'il ait une hache héros, mais sinon, c'est très très mauvais, hein, une hache. Hein. Donc, et ouais, parce que c'est une vingtaine de... En termes de poids, c'est 20 de poids. Enfin, c'est n'importe quoi, ça. C'est vraiment... Ça vous nique la vitesse directe, hein, là, c'est ridicule. Pourquoi ? Pour 2 points de dégâts supplémentaires, non mais sans déconner, hein. La lame en argent, elle fait 20 points de dégâts, la lance en argent, elle fait 20 points de dégâts, la hache en argent, elle fait 22. Voilà, donc 2 points pour énormément plus de perte de vitesse, hein, donc c'est problématique, hein, évidemment. C'est pour ça que là on a une hache argent sur Leaf, mais en soi c'est vraiment mauvais. Hein. Enfin je veux dire, faut vraiment attaquer avec ça, il faut vraiment attaquer les généraux par exemple. Voilà. Là on est sûr qu'il n'y a pas de problème, mais sinon c'est un vrai problème, hein, effectivement. Voilà, vous voyez, Wafei, hein, qui malheureusement... c'est pas très performant quand même, hein, je suis désolé, hein, mais... Voilà, quand vous voyez un Ced hein, qui fait toujours des one-shots, bon, YOLO, quoi. Et c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là, quand même, et de toute façon, c'est bien, hein, c'est l'épilogue, mais... Où on va... ne faire que utiliser les mecs avec des armes ultimes, voilà. Parce que ça simplifie quand même beaucoup l'histoire. Et vous
verrez que la suite va être dans le même goût, hein, j'ai envie de vous dire. Parce que là, quand même, un élément qui ne fait pas la différence est un poids mort, hein, quelque part. Parce que vous l'avancez, donc quelque part, voilà, vous le mettez en danger pour un résultat qui n'est pas probant. Ça, c'est un coup classique. Hein. C'est pour ça que dans les Fire Emblem, très longtemps, et même encore maintenant, il y a cette théorie du vaut mieux qu'il y ait un soliste plutôt que 5 gars qui se mettent dans la merde. Hein, c'est un petit peu ça. Alors c'est mieux si vous avez 5 solistes, mais il faut les avoir. Hein, faut pas avoir 5 unités qui sont faibles, hein, c'est sûr. Mais en tout état de cause, de toute façon, dans tous les cas, il vaut toujours mieux moins que plus dans les Fire Emblem. C'est une règle générale, sauf cas extrême où vous avez plusieurs objectifs à défendre ou voilà. Globalement, j'aurais tendance à dire que ouais, il vaut mieux être 2 que 5, généralement. Sauf si vous avez atteint, premièrement, l'état de maximisation, j'ai envie de dire presque. C'est-à-dire l'état où vous commencez à maxer 1, 2 stats, voilà. À partir de ce moment-là, ça devient plus trop intéressant d'avoir 1 ou 2 personnes, mais il vaut mieux voilà, commencer à avoir plus de personnes en fait. Ou, tout simplement, quand vous avez un fort dépassement, ça je l'avais déjà dit d'ailleurs, mais je le répète, quand vous avez un fort dépassement de l'ennemi, parce que vous le dominez, globalement quand il va vous attaquer, il va vous enlever très peu de PV, et donc dans ce cas-là, il vaut mieux avoir plus de personnes. Et en fait, généralement, tout l'équilibrage des Fire Emblem, alors sauf ici parce qu'on a entraîné tout le monde, et que ça, c'est très à propos en fait finalement, parce que c'est un peu ce Fire Emblem là qui veut ça. Plus tard, on est plus sur la fibre d'une team réduite, voyez, que vous choisissez, et si vous ne le faites pas, vous êtes vraiment dans la merde. Ici, il se trouve que c'est un petit peu moins le cas, de par le fait qu'on vous encourage quand même à utiliser beaucoup de gens, parce qu'ils vous envoient des masses de malades sur la gueule. Donc c'est un petit peu particulier. Mais globalement, dans les Fire Emblem, j'entends. Et en gros, voilà, à partir du moment où vous avez très peu de pertes de PV quand on vous attaque, il vaut mieux avoir plus de gens. Théorie du nombre, dès que vous êtes maître dans votre espace, tout simplement. Et naît alors un petit peu le placement moyen, si vous voulez, du nombre parfait. Le nombre parfait, c'est... Ça, je crois que je l'avais déjà dit, mais je vais le répéter parce que bon, c'est aussi très intéressant quand même d'en discuter. Le nombre parfait, voilà, c'est en fait le nombre qui va être intéressant, qui est juste pour être un petit peu supérieur à l'ennemi, mais pas non plus trop, pour pas trop se faire dépasser, que tout le monde puisse continuer à s'entraîner efficacement pour toujours garder de l'avance, et tout en restant efficace et le plus nombreux possible. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que par exemple dans Radiant Dawn, ce nombre, il est déjà suggéré en partie par le nombre de places que vous pouvez emmener à la tour, par exemple. Et effectivement, quand vous faites le jeu en pensant à ça dès le départ, effectivement ça tient, ça tient plutôt bien et ça a été pensé comme ça, je pense, globalement. Donc ça tombe plutôt bien. De toute façon, dans Radiant Dawn, vous êtes 10 fois plus efficace si vous prévoyez les choses, parce que, par définition, si vous entraînez tout le monde, c'est là où vous allez perdre en efficacité. Parce que quid de l'expérience, quelque part, que vous avez accumulé sur ceux que vous n'utiliserez plus. Hein, voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, finalement, il vaut mieux savoir qui on va choper à l'avance, comme ça, on n'entraîne que ceux-là. Alors, cela dit, il y a un effet pervers à tout ça. L'effet pervers, c'est le manque de persos, notamment lors de la brigade de l'aube, ou quand vous avez des parties où il y a très peu de gens à entraîner. Bah, des fois, je me rappelle déjà la partie 2, rappelez-vous, on entraînait des gens
qui quelque part n'allait pas servir. Parce qu'il y a tellement personne d'autre que, voilà, au bout d'un moment, même s'il y a que Monsieur Hart, on va pas non plus utiliser que lui, c'est impossible à un moment donné, vous voyez. On a besoin d'utiliser d'autres gens, donc faut pas déconner non plus. De toute façon, ça rend la chose impossible, donc si c'est pas la peine de se prendre la tête, à un moment donné, quand même, si vous manquez d'effectifs, faut quand même un petit peu faire bûcher les gens en question. Alors, dans ce cas-là, moi je propose la chose suivante, c'est que vraiment, ce soit que des aides, qu'ils essayent de pas achever les ennemis, etc., etc. Vraiment que ça soit provisoire, vous voyez, hein, que ça soit vraiment des aides à la bien cousin de temps en temps, quoi. Voilà, donc là, on a fini un petit peu tout le bullshit là, parce que c'est vrai que Fi notamment et quelques autres étaient encore à l'arrière quand on avait pris d'assaut cette équipe de cavaliers, hein, quelque part. Donc on n'était pas vraiment totalement prêt. Là maintenant, toute la team est prête à l'action, donc ça va être un petit peu différent. Il m'a échappé une fois, il m'échappera pas deux fois. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Et maintenant, on est total focus sur tout ça. Alors attention quand même, hein, parce que le gars, je crois qu'il a quand même poursuite. Et j'aimerais pas dire de bêtises, mais je crois que il manipule des épées. Donc, peut-être même une Brave Sword, peut-être. Voilà. Donc, comme il a une Brave Sword, c'est quand même délicat éventuellement. Hein, si vous faites pas gaffe. Maintenant, je vous avoue que c'est quand même un petit peu moins délicat que le mec qu'on avait au chapitre 6, hein, c'est évident. Parce que là, on a quand même une équipe, voilà. Vous prenez Ced, c'est terminé, quoi. Hein. Que le mec ait une Brave Sword, ça changera rien, hein, voilà. Sur les deux coups, il y en a peut-être un qui va passer s'il a de la chance, et ensuite il se prend un critique dans sa gueule. Hein, donc, c'est pour ça que c'est moins grave et moins dangereux quand même. Mais prudence, on sait jamais. Hein, une erreur d'inattention, on parle de Joalva, je sais pas, voilà. Un Joalva qui aurait été blessé par ailleurs juste avant, et vous l'auriez avancé sans faire exprès, sans le soigner, je sais pas, oui, on sait pas, il peut y arriver plein de trucs. Hein. C'est vrai que moi j'ai des habitudes de soins normalement de ma team, mais on sait pas, je dis ça quand même pour ceux qui n'ont pas des habitudes, qui jouent assez vite, parce que il peut arriver ça aussi, hein, c'est que vous voulez jouer vite, et vous êtes un peu dans l'impatience, et vous avancez les unités qui sont un peu blessées, sans le vouloir, et hop, et voilà, ça peut arriver. Hein, donc je préviens quand même, attention aux boss, parce qu'il y a des petits mini-boss de partout. Hein. Sur cette map, il va y avoir des mini-boss de partout. Donc attention, pour chaque groupe, il y aura une sorte de mini-boss. Prudence. Donc voilà, je place Monsieur Ced juste sur la case d'esquive. Donc ça dans le but finalement que le boss vienne vers lui et qu'il se fasse complètement fumer. Alors les autres de toute façon, bon ça j'étais pas totalement au courant parce que j'avais pas calculé précisément, mais souvent de toute façon avec Ced, les unités lambda, les mecs ne calculent même pas Ced, hein, ils peuvent pas le toucher, donc c'est ça le problème. Hein. Et limite, limite c'est un problème, hein, parce que quelque part, du coup, le gars que vous positionnez, bon, si vous n'êtes pas encore au courant, et que vous positionnez le truc pour cet effet-là, les mecs ils passent devant sans s'arrêter. Et ouais, donc du coup ça vous met éventuellement en danger. En tout cas, ça fait peser une charge que vous n'aviez pas prévue quelque part. Surtout s'il y a des mecs derrière, c'est pas très loin, quoi. Donc prudence quand même. Hein. Donc là évidemment j'ai reculé un petit peu les gens, voilà, pour être prêt.
voilà, les cavaliers hein, qui n'attaquent pas Ced. Ils vont aller chercher Patty. Donc en gros, là, sur ce groupe, on a 3 cibles prioritaires. Les 3 cibles prioritaires sont, premièrement, le boss. Voilà. Bon, le boss, de toute façon, il va y passer avec Ced. Donc ça, c'est pas trop grave. Mais il y a 2 autres cibles prioritaires. Ce sont les mages. Hein. Les mages montés. Les cavaliers montés. Voilà, donc Robert qui se fait one shot. Ah bah Ced, hein, que ce soit les boss, les mini-boss. Allez, il les passe tous en un coup, hein, donc no problem. Alors il a une seule faille, voilà. Là on commence à voir un petit peu ses failles, c'est que le niveau de jeu est tellement élevé que là avec le bâton de sommeil, ça dépasse le niveau de résistance nécessaire qu'il n'a pas. Il a 17, ce qui est bon hein, déjà, hein. 17 c'est pas mal. C'est bon, mais ce n'est pas assez. Il faut dépasser la vingtaine pour espérer contrer ce genre de choses. Donc pour dépasser la vingtaine, on a 3 candidats. Sélif, rappelez-vous, hein, le plus 20 de résistance quand même. Donc Sélif, évidemment Arès, qui est quand même avec un plus 10. Alors en plus, c'est pas que son plus 10, parce que s'il avait que 0 ou 2 en résistance, ça ferait 12. Mais en plus, de base, il a une bonne résistance. Donc ça fait 27 et quelques. Donc Sélif, Arès, et aussi quand même, ne l'oublions pas, Fi, hein, tout simplement, qui elle a une résistance très correcte, et en plus elle a le plus 5, qui renforce encore sa résistance. Donc ce sont les 3 candidats qui peuvent bypass un petit peu cette zone, hein, soyons honnêtes. Et c'est très important parce que il n'y a pas que des bâtons de soins dans cette zone. Il y a du Bolganon, du météore. Il y a aussi des attaques de magie noire à distance. Fenrir peut-être. Je crois bien que c'est ça le nom. Fenrir, ouais, je crois bien que c'est ça. Donc il y a quand même pas mal de games. Donc c'est important aussi d'avoir une bonne résistance. Au-delà du fait que ça vous protège contre les bâtons de sommeil, c'est aussi pour ça. Voilà. Donc ça va être en gros les 3 possibles interlocuteurs dans la seconde partie de cette map. Que je considère être en fait le groupe qui est devant la forteresse en fait. Voilà, donc je fais exécuter les cibles prioritaires par mes unités les plus puissantes, donc c'est-à-dire Arès. Et Monsieur Sélif qui va attaquer la 2e cible prioritaire. Alors pourquoi c'est une cible prioritaire ? Bah, ai-je besoin de le dire hein, c'est quand même un peu évident, mais bon, je suis là pour parler, hein, donc je vais quand même le dire. Évidemment que c'est une unité magique. Hein. Faut quand même pas oublier que dans ce jeu, bon, il y a des armes ultimes, tout ce que vous voulez, il y a des exceptions, voilà. Mais la règle fondamentale, c'est quand même des unités qui ont 0 à 2 points de résistance. Hein. Donc, partant de ce principe, voilà. Prioritairement, ça sera toujours les unités qui attaquent avec la magie qui seront prioritaires, évidemment. Hein, voilà. Ça, c'est clair et net. Le reste, j'ai envie de vous dire, même si par exemple, on a plus d'unités disponibles, il y a quand même beaucoup moins de risques, même pour Ced, même pour quiconque, que ça pose un problème. Ça peut poser un problème pour la danseuse éventuellement, mais la danseuse, elle n'est pas censée rester trop dans les girons immédiats. Bon là, c'est des cavaliers certes, mais quand même. Voilà. Mais sinon, pour personne d'autre, ce n'est létal. Par contre, en termes de magie, pour un peu que, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui soit blessé, par exemple, je
je sais pas moi, Finn, hein, qui aurait 45 de CPV encore, hein, sur 60. Voilà. Il y a une attaque de feu, 2 fois. Je sais pas dans quelle mesure il va peut-être pas mourir. Hein, parce qu'il a vraiment très peu en résistance. Voilà. Donc évidemment que les cibles magiques sont prioritaires. Alors, ce qui est drôle quand même là-dedans, c'est que devant la forteresse, il y a quasiment que des unités magiques. Donc là, malheureusement, ça va être un petit peu regrettable ou intelligent, hein, selon comment on voit les choses. Mais on va devoir utiliser que 2 unités, Sélif et Arès. Ce sera les plus efficaces parce que vous verrez que même Fi, on verra peut-être ce passage, hein. Je vais pas en parler tout de suite, mais même Fi, vous verrez que c'est peut-être pas l'idéal. Hein. Voilà. Donc c'est dire le niveau de résistance qu'il faut avoir pour passer ce passage quand même. Hein. Donc à partir de là, vous comprenez bien que c'est vrai que c'est un petit peu... C'est à la fois stratégique et un petit peu trop évident, vous voyez. C'est vrai que ça fait un peu chier de se dire que 95% de votre effectif ne sert à rien. Parce que... vous avez vu la masse qu'il y a, franchement. Comment vous voulez faire d'autre, hein, franchement, vous avez vu la masse qu'il y a. C'est un truc de fou quand même. Hein, donc, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est vraiment... En plus, moi, je suis obligé d'être safe. Je peux pas me dire, ouais, je vais quand même le tenter pour le beau jeu. Non, c'est n'importe quoi. On va pas faire du beau jeu. Ça sera un beau jeu si je dois me retaper 30 minutes de vidéo. Hein. Tout ça pour faire le cake. Voilà, non. Vous utilisez ce qu'il y a de plus efficace, voilà, évidemment. Non, mais c'est surtout que c'est hyper dangereux. Hein. Enfin, je veux dire, il suffit qu'il y ait une cible qui n'ait pas beaucoup de résistance. Globalement, elle est plutôt visée par les adversaires. Et je peux vous assurer, non mais, on va le dire comme ça va expliquer la chose, mais... On a le cas de Fi, hein, qui va bientôt arriver. Moi, je croyais être à l'aise avec Fi parce que j'avais plus de 20 de points en résistance. Et j'ai dû la reculer et j'ai eu une petite frayeur quand même. Hein. J'ai eu une petite frayeur. Parce que je me disais, oh allez, il n'y en a plus beaucoup, c'est du petit bonus, et allez, on y va. Hein. Et mais c'est que j'ai failli me la faire flinguer, non mais j'ai halluciné quand même, hein, avec une slim lens au poignet. Donc avec le truc le plus safe hein, quand même, voilà. Donc non là vous voyez que il semblerait quand même que le truc le plus safe c'est du Sélif et du Arès, hein. Ni plus ni moins, même déjà, vous voyez Fi c'est déjà... C'est pas bon déjà, c'est pas bon. Donc c'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Et on verra ça tout à l'heure, hein, quand ça va arriver, parce que c'est quand même intéressant. Mais déjà, je vais déblayer le truc en 2 temps. Hein. Je vais essayer de faire aggro un petit peu les mecs devant, là, les archers, les mecs qui attaquent au corps à corps. Et voilà, ensuite il y aura un second temps où j'attaquerai un petit peu les unités magiques. Hein. Qui d'ailleurs ne se déplacent pas. Ouais, on fait ça pour ne pas se choper non plus tout le monde en même temps. Bien sûr que Arès et Sélif sont très très robustes. Mais attention quand même, s'ils sont pas sur une case d'esquive, et s'ils prennent vraiment beaucoup de dégâts s'ils n'ont pas de chance, je peux vous assurer qu'ils vont y passer. Hein. Notamment Arès, premier en tête, parce que certes il a 27 de résistance, mais avec tout ce beau monde qui attaque, ça peut être dangereux. Donc ne faites pas les marioles, même avec ces deux-là, en les envoyant devant le groupe, hein, notamment de manière centrée, parce que alors là, vous êtes attaqué par tout le monde, hein, des deux côtés. Donc faites pas les cons, faites de l'aggro progressif, voilà. On déblaye, on tue progressivement. Prenez votre temps, prenez votre temps. Hein. C'est faisable, c'est plutôt facile si on s'empale pas, hein, et si on n'envoie pas des filles malgré tout, si on croit que ça va suffire, voilà. Utilisez ces deux-là, tranquille, vous grignotez l'ennemi, vous le faites aggro, il recule, etc. Et ensuite, on s'occupera du groupe magique. Hein, voilà. Et restez bien sur des cases, il y a des cases d'esquive en plus, hein. Il y a de la forêt devant là, donc profitez-en, hein, vraiment.
vous voyez que même les mages, hein, ils se font pas one shot, hein, donc c'est quand même bon de le noter. Alors évidemment que si Ares critique, il va le one shot, hein, mais je veux dire en termes de coup normal. Un coup normal ne tue pas, même avec 30 points de dégâts de l'arme, ne tue pas en un coup. Donc même les mages basiques, hein, quelque part. Donc ça c'est bon de le noter, parce que ça veut vraiment dire qu'il ne faut pas non plus amuser la galerie totalement. Alors vous voyez que Ced va un petit peu moins briller sur cette map, parce qu'il a tendance à se faire endormir facilement, hein, donc ça c'est un vrai souci. Voilà, alors en fait là, bon, vous voyez, j'ai des démangeaisons de déplacement parce que j'essaye d'avoir envie, hein, alors attendez, j'essaye d'avoir envie de tuer les adversaires qui sont juste devant. Le problème, c'est que c'est assez risqué, puisque évidemment, il y a des bâtons de sommeil, il y a des bâtons de machin, etc. Donc, finalement, je décide de ranger un petit peu mes envies de meurtre, et on va laisser faire un petit peu les deux hommes de tête, hein, globalement. Et en plus, il y a des archers, donc pour notre ami fils, c'est dangereux. Donc, vous voyez, j'ai pas pu trop faire ce que je voulais. Et vaut mieux laisser faire quand même. Alors, pour le coup, d'ailleurs, j'y pense, hein, mais là, faut resituer un petit peu le game. Dans ce Fire Emblem, qu'est-ce qu'on affronte exactement ? Il y a beaucoup d'archers quand même. Donc ça, c'est vrai que pour les unités volantes, c'est problématique. Maintenant, il n'y en a pas une quantité astrale non plus. Il y en a. Mais ça va. Hein. C'est pas encore la purge totale. Il y a beaucoup plus d'unités genre mercenaires, mages. Il y a beaucoup de mages, hein, dans ce jeu d'ailleurs. Hein. Beaucoup de mages. Ouais. Mais il y a un truc qu'on ne voit jamais. Et c'est pour ça que d'ailleurs c'est un peu heureusement, parce que vu le nombre de cavaliers qu'il y a, c'est quand même une bonne chose. Et c'est vrai que des cabalucides, il n'y a pas beaucoup de cabalucides. Finalement, c'était plus un objet spécial unique que vous obtenez, voilà, vous-même. Et je crois pas qu'on le revoit vraiment par la suite. Hein. J'aimerais pas dire de bêtises, on le voit peut-être 2 fois dans le jeu. Hein. Donc, les cavaliers, ils n'ont pas de faiblesse. Hein. Ils n'ont pas vraiment de faiblesse. D'ailleurs, attention, hein, je vous le dis les gens, parce que ça, dans le remake, c'est quelque chose qui pourrait changer, par exemple. Hein. Alors, je pense pas qu'ils vont en mettre une quantité vraiment très élevée, parce que on est quand même sur un jeu où il y a une dominante de cavaliers, donc ils peuvent pas se permettre d'en mettre trop. Hein. Surtout que si vous n'avez pas entraîné trop d'unités au sol, c'est quand même risqué. Mais, je me dis... c'est tout à fait possible qu'ils mettent un autre mode de jeu, parce qu'il faut savoir que Fire Emblem 4 n'a qu'un mode de jeu. C'est le mode normal, celui que vous faites tout le jeu. Quoi. Voilà. Donc, c'est possible après tout qu'il y ait un mode lunatique, ou je ne sais quoi, un autre mode secondaire. Je sais pas, c'est vrai qu'ils l'ont... Sur Shadows of Valencia, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est que... j'ai pas trop tâté du Fire Emblem 2 pour m'en souvenir. Gaiden, hein, c'est vraiment, je crois que je l'ai fait une fois, mais j'ai presque aucun souvenir de cet opus-là. Hein, vraiment, c'est pas lui qui m'a laissé le plus gros souvenir. Puis c'est un de ceux que j'ai fait il y a le plus longtemps aussi, surtout ça. Hein, c'est quand je découvrais les Fire Emblem, je les avais un petit peu fait en mode, vous voyez, dans l'ordre, quelque part.
Donc en fait, ce qui s'est passé, pour tout vous dire, c'est à l'époque de Shadow Dragon que ça a commencé. Il faut savoir que Balthazar a commencé les Fire Emblem avec Shadow Dragon. Je vous l'avais déjà expliqué ça. Ça a été mon premier Fire Emblem. Donc forcément, j'aimerais pas dire de bêtises, j'ai pas pris de notes sur ce que j'ai fait, mais forcément ça remonte à la sortie de Shadow Dragon. De Fire Emblem Shadow Dragon, Fire Emblem 11, quelque part. Donc je sais pas quand il est sorti, c'était quoi, du 2007, 2006, 2008 peut-être, je sais plus. Faudrait que je regarde la date. Donc cette année-là, quand j'ai découvert Shadow Dragon, je me suis renseigné sur les autres Fire Emblem, et un des premiers que j'ai voulu faire, c'était Radiant Dawn, parce que j'avais la Wii, donc DS Wii, donc c'était logique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait Radiant Dawn avant de faire Path of Radiance, que j'ai fait par la suite. Parce que Radiant Dawn, c'est vraiment un opus que j'ai adoré. C'est sûr que quand vous sortez de Shadow Dragon et que vous passez direct à un opus qui rajoute tellement de choses, ça vous fait kiffer quand même. Voilà. Mais d'ailleurs, Shadow Dragon, c'est là où finalement on devient un petit peu des fines bouches, parce que Shadow Dragon, moi j'avais bien aimé. C'est vrai que quand vous avez... c'était mon premier un petit peu tactical RPG, et je me rappelle bien avoir pris pas mal de plaisir. Et c'est le même plaisir qu'ont dû ressentir les gens qui ont fait Fire Emblem le tout premier. Très simple. Maintenant, c'est vrai que c'est presque trop simple quand vous avez eu tous les ajouts qui ont été après. Mais quelque part, moi j'ai bien aimé. Et je pense qu'il a... Shadow Dragon, je pense qu'il a été déceptif après coup. Mais quelque part, il n'est pas non plus dégueulasse. Il est soft, il est simple, mais il n'est pas nul. Voilà. C'est un Fire Emblem comme un autre, très simplifié, on va dire. Voilà. Mais il n'est pas dégueulasse. Moi, j'ai pris du plaisir à faire ce jeu, clairement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'ai fait Path of Radiance, là, j'ai commencé à faire la décalcomanie du 2 jusqu'à plus, donc jusqu'au 7, 8, etc. Et le 6 aussi. Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé, en fait. Donc, j'ai dû faire, dans l'ordre, j'ai dû faire Shadow Dragon, c'était le premier, donc Fire Emblem 11, le 11, pas le 1. Le 1, je vous l'avoue, je l'ai jamais fait. C'est le même jeu, quelque part, mais voilà, on va dire que je l'ai jamais fait. Donc, j'ai fait Shadow Dragon, dans l'ordre. Ensuite, j'ai fait Radiant Dawn, Path of Radiance, Fire Emblem Gaiden, et puis après je les ai fait dans l'ordre, je crois bien, il me semble bien. Donc ensuite j'ai fait le 3. Ouais, parce que voilà, j'ai fait le 3, mais j'ai pas fait le 1, j'ai jamais fait le 1. Le 1, je ne l'ai jamais fait. Par contre, le 3, qui reprend, comme vous le savez, un peu le 1, je l'ai fait. Donc j'ai fait le 3, le 4, le 5, le 6... le 7, le 8, et voilà. Après, il n'y en a plus. Et après, j'ai fait Awakening plus tard, quand j'ai resuivi le truc normalement. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et faut savoir que Fire Emblem 12, je l'ai fait plutôt récemment. Je ne l'ai pas fait non plus totalement... je l'ai fait au moment de la traduction anglaise, en fait, pour tout vous dire. Donc celui-là, il a une histoire particulière, parce qu'il est sorti qu'au Japon, etc. Mais c'est un bon jeu aussi, quelque part. Moi, j'ai bien aimé, effectivement. Alors c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, parce qu'on dit Fire Emblem 3, Fire Emblem 12, comme si c'était deux jeux différents. Bah là, c'est vrai que c'est un petit peu la même chose, on va dire, même si, franchement, je vous avoue, et c'est peut-être finalement ça qui fait le sel du changement, c'est qu'avec l'avatar, dans Fire Emblem 12, ça change quand même pas mal. Franchement, votre unité est quand même assez forte. Donc ça change quand même totalement un petit peu l'approche du jeu, moi je trouve, perso. Après, ce n'est que mon avis. Bon, après vous me direz, oui, le jeu reste pareil quasiment au niveau de l'histoire, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est plutôt que
le fait même que vous ayez l'avatar, vous avez une unité de plus qui peut être performante avec de bons GR. Voilà, enfin ça change un petit peu l'approche quand même, hein, effectivement. Et je dis pas en bien ou en mal, hein, là c'est vraiment ça change les choses, hein, c'est juste ça. Et d'ailleurs, je sais plus ce que j'étais en train de dire quand on est parti dans cette digression de tous les Fire Emblem là, mais je sais plus ce que je disais. Hein, peut-être que ça va m'en venir, mais je sais plus ce que j'étais en train d'aborder en parlant de ça. Et alors oui, hein, pour ceux qui se posent la question, puisqu'on en parle, une question m'a été posée par Monsieur Soren, que je salue, hein, à savoir, quel sera le prochain Fire Emblem? C'est vrai que c'est une question légitime et intéressante. Alors, déjà, faut savoir que dans l'immédiateté, il n'y a rien de prévu dans l'immédiateté. Bah, c'est normal de toute façon, parce que il y a KOTOR 2 qui est en cours, et j'avais prévu de toute façon, pour une nouvelle série éventuelle, ce serait Witcher 2 qui doit être repris. Enfin, c'est vraiment important, parce que là, ça fait quand même maintenant quelques années qu'on n'a plus fait de The Witcher 2. Donc là, ça pose un problème, puisque j'aimerais bien finir quand même The Witcher 2. Ça m'arrangerait. Cela dit, dites-vous quand même que The Witcher 2, on a fait tout l'acte 1, plus une bonne partie de l'acte 2. Le fait que, est-ce que je vais faire 2 fois l'acte 2, c'est encore à débattre. Hein, moi, j'ai toujours pas tranché. Je pense que je trancherai dès que je reprendrai les vidéos, hein, tout simplement. Il faudra que ça soit tranché, hein, de toute façon. De même que Witcher 3. Alors, Witcher 3, j'ai aussi un problème, je vous le dis, parce que le PC fait beaucoup de bruit quand je joue à Witcher 3. Ça fait bien carburer. C'est pas que ça le pousse dans ses derniers retranchements, hein. Ça passe plutôt bien, c'est plutôt fluide. Même avec la capture, j'ai essayé. Le plus gros problème, c'est le bruit du ventilateur. Un ventilateur qui pourtant est censé être silencieux. Donc ça me pose un petit souci parce que ça carbure pas mal. Et en plus, il y a des changements de niveau en plus. Hein. Parce que parfois, quand on est sur la carte, ça va faire baisser la cadence du ventilateur. Et puis quand on est sur le jeu vraiment, il carbure. Donc, quand je fais ma capture, ça fait beaucoup de bruit. Hein. On entend un bruit de fond. Et comme c'est un bruit qui est inconstant, je vais pas pouvoir forcément bien le traiter sur le logiciel de montage audio. Donc ça, c'est un problème. Un autre problème qui se rajoute au fait que quand même, The Witcher 3, malgré tout, même si j'ai très envie de vous le faire et que peut-être, on essaiera peut-être de passer au-delà du bruit de fond, même avec ça, c'est un jeu qui est très long, il y a beaucoup de choses à faire. Dites-vous que Mass Effect 3, enfin la saga Mass Effect, mais plutôt Mass Effect 3, on a mis quand même plus de 2 ans à le faire, au total. Donc je me dis, putain, on est parti pour longtemps, hein, si on fait The Witcher 3. Et même si on veut faire le contenu strictement nécessaire, tout est intéressant. Les contrats de sorceleurs, c'est intéressant. Les quêtes annexes, c'est intéressant. Les quêtes principales, évidemment, que c'est très intéressant. Il y a quoi ? Il reste que les chasses au trésor que je vais faire de mon côté, ça c'est sûr, mais voilà, enfin c'est rien ça. Hein. Enfin je veux dire, le plus gros du jeu quand même, on en a pour une bonne centaine d'heures, hein, les gens. Donc c'est à discussion. Hein, c'est à discussion. Mais en tout cas, bon, on parle pas de The Witcher dans Fire Emblem. Fire Emblem, si jamais il devait y en avoir un autre sous peu, ou dans quelques mois, ça sera bien évidemment la suite ou la continuité ou le truc imbriqué à Fire Emblem 4, c'est-à-dire ce qui se rapporte à la saga Yggdrasil. J'ai toujours marché par saga, hein, donc il est évident que ça sera Fire Emblem 5, évidemment. On rappelle, Fire Emblem 5,
Ça prend la portion du chapitre 5 au chapitre 8, hein, si je ne me trompe pas. Ça prend cette portion de Genealogy of the Holy War et ça raconte l'histoire de Leaf, voilà, qui est aux affaires contre Thracia, hein, tout simplement. Donc, d'ailleurs, j'ai jamais su si Thracia c'était un empire ou si c'était une localisation. Il me semble bien que c'est une localisation, hein, voilà. Donc voilà, qui raconte l'histoire de Leaf. Donc c'est un petit peu... Alors c'est l'opus qui est réputé comme le plus difficile de tous les Fire Emblem dans l'histoire moderne. Après on pourrait débattre par exemple sur le lunatique de Conquête, hein, de Fire Emblem Fates Conquête, hein, éventuellement. Ça peut se débattre, hein, parce que c'est vrai qu'il est quand même plutôt corsé. Hein, bon. Conquête, il est faisable. Hein. Surtout que ce qui est intéressant dans ces Fire Emblem récents, c'est qu'il y a beaucoup d'options. Alors, si vous les connaissez pas, c'est là où il faut pas tenter. Mais si vous les connaissez, ça vous donne pas mal de choses quand même pour dominer l'ennemi, moyennant quand même le fait que vous connaissiez bien la map. Hein. C'est quand même, voilà. Mais cela dit, c'est aussi l'effet que ça donne. Hein. C'est pour ça que quand vous n'arrivez pas à passer lunatique conquête, je vous encourage quand même à persister, et surtout, souvent ce qui est problématique, et souvent ce qu'on revoit sur les forums, c'est le gars qui n'a pas entrevu une option, voilà, qui a oublié par exemple, je ne sais pas, ne serait-ce que les bonus de cantine. Ça c'est très important, parce que ça peut vraiment faire la différence. Donc c'est vraiment important. Pareil, bien choisir ses armes, bien les améliorer, ça c'est très important. Chaque chapitre, hein, chaque fois que vous faites un truc, amélioration d'une arme. Parce que ça c'est vraiment très très important. Hein. Vraiment voir toutes les options possibles et imaginables et les mettre en pratique, vraiment, efficacement. Ne pas aussi hésiter à utiliser le mode offensif. Il y a trop de joueurs qui oublient, enfin qui font un petit peu comme Awakening, et qui se font dépasser parce que dans le mode offensif, on peut faire de belles choses aussi. Alors c'est surtout vrai, je vous avoue, au début du jeu. À la fin, c'est un petit peu moins le cas. Donc voilà, tout ça pour dire, parce que je suis encore parti dans un truc là, pas possible, mais que ils se battent en duel Fire Emblem 5 et peut-être Fire Emblem Conquête. Hein, voilà. Si vous voulez, le problème de Fire Emblem 5, c'est ni plus ni moins que déjà une bonne dose de difficulté, voire un petit peu plus poussée que Fire Emblem 4, hein, beaucoup plus je pense même. Et puis l'idée aussi qu'il y a le système de fatigue. Et ça, c'est un sacré délire. Hein, donc ça, il faut quand même... Mais ça, j'ai pas envie d'en parler maintenant. Hein. On en parlera quand on fera ce Fire Emblem. Voilà, donc comme vous l'avez vu, on a un petit peu fait le ménage donc sur le centre avec les unités notamment physiques. Et puis là maintenant, on fait quelque chose d'assez simple. On essaye d'utiliser, comme je vous l'avais dit, Seilif et Ares pour, alors regardez bien ce que j'ai fait, remonter par le bas. Vous remontez le truc par le bas. Parce qu'en fait, les développeurs, ils se sont fait plaisir, là, ils ont fait une petite ligne, ouais, genre, c'est trop cool d'être en ligne, mais au contraire, c'est une grave erreur, puisque comme ça, on peut les remonter par le bas, et comme c'est des mecs qui attaquent à distance, vous attaquez les plus proches, vous reculez vraiment, vous voyez, vous reculez vraiment, et comme ça, vous avez moins de chances de vous faire gangbang, sachant que de toute façon, ils ont largement de quoi tenir, même 5 coups faciles, hein, facile. Donc, en plus, si vous les mettez sur des cases d'esquive, là, c'est du sûr à 100%. Surtout qu'on a la soigneuse pas très loin, aucun problème. Aucun problème, non, vraiment. Là, il y a vraiment, normalement, là, c'est crème, ça passe crème de chez crème. Et c'est vrai que c'est impressionnant, hein.
C'est-à-dire que si vous arrivez avec votre masse de gens comme un bourrin, il y a des pertes possibles, hein. Voilà, forcément. Parce que ce jeu attaque tout le monde dans une certaine mesure, mais s'il y a vraiment un gars qui est très faible, je crois quand même que souvent, ils vont souvent vers le même mec, hein. Donc je sais pas dans quel sens c'est équilibré, mais je vous déconseille quand même de trop faire le mariole avec un gros groupe d'ennemis pour tous leur péter la gueule en même temps, ça serait très risqué, hein, vraiment. Et est-ce que Ares, par exemple, là il a pris des dégâts, ça lui a enlevé combien ? Un huitième de vie. Bon, faudrait vraiment qu'il ait pas de chance pour mourir quand même. Hein, mais... Voilà. Et alors c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que là, je me dis, oh c'est bon, je suis en sécurité, ils sont plus très nombreux. Et je peux vous dire que j'ai fait dans mon slip. J'ai fait dans mon slip parce que on était presque à la fin de la vidéo. Au bout de 1h10 de 1 heure de vidéo en gros. Et je vois que vous allez voir ça sous peu. Fille prend 1, 2, 3, 4 coups. Elle passe en dessous des 50% de PV. Et je vois que ça descend encore. Et il lui reste 11 PV. Et là je commence à claquer des dents. Hein, parce que c'est là où je comprends que j'ai fait une erreur monumentale. On va voir ça sous peu. Hein, ne vous inquiétez pas. Parce que c'est le tour prochain, voilà, forcément c'est là où je l'ai exposé, donc... Parce que le problème c'est qu'il y a aussi le boss qui est dans le giron, et c'est là où j'ai fait un peu le con. Hein. J'ai fait un peu le con, hein, j'avoue. Parce que j'ai cru, elle avait quand même 20 points de résistance, hein. J'ai cru qu'elle pourrait tenir un minimum, et c'est ce qu'elle a fait quelque part, mais je croyais pas que je perdrais autant de PV, si vous voulez. Hein. Et là c'était même dangereux, hein, je vous dis. Hein. Si tout le monde avait touché, je pense que je serais mort, hein, clairement. Donc c'est délicat. Donc voilà, pour la gloire, il y a des mecs qui font semblant de se déplacer. C'est bien, vous êtes soudés. C'est un petit peu comme ce groupe-là, si vous voulez, pour ceux qui connaissent, hein, parce que je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais c'est un petit peu comme Gohan, Piccolo, Tenchinan, Tortue Géniale dans le tournoi des univers, hein, il reste en défense. Pour l'instant, il reste en défense. Donc voilà, ils ont rien foutu, mais on est prudent, on s'expose pas trop, ils ont rien branlé de tout. Ça fait 10 épisodes qui restent comme ça, hein, mais bon voilà. Non mais c'est... Non mais d'ailleurs, Dragon Ball Super, je me tâte. Hein. Je vais peut-être faire une review quand même dessus parce que je sais pas, je mettrai un empan d'épisodes pour vous donner mon avis globalement sur cette série et sur ce que je pense de l'arc actuel. Mais ça c'est encore un petit peu autre chose. On va se concentrer sur Fi là. Vous voyez que là elle a pris énormément de dégâts et ça continue, elle est à 27. Voilà, elle continue de prendre des dégâts. Là, ça commence à m'inquiéter. Là, je claque des dents, je fais dans mon slip, là. Je fais dans mon slip. Et le boss attaque. Le boss attaque. Je crois que si il avait touché, peut-être qu'il l'aurait tué. Non, mais là, c'est un truc de malade. Voilà. Tout ça pourquoi ? Pour tuer un pauvre gland qui était juste en haut, là. J'ai pris des risques fous. C'est vraiment... Non, mais, voyez. Donc, je rappelle les bails du game. Dans ce jeu, avoir 20 de résistance, mais c'est déjà exceptionnel, hein, je vous dis. Fi, en plus elle a un objet, hein. Je crois qu'elle est à 17 plus 5, donc elle est à 22. Hein. C'est absolument extraordinaire. Hein, voilà. Donc là, résultat des courses, je vais la guérir. Et surtout, résultat des courses, elle va rejoindre la bande de Gohan. Hein, et des autres. Hein. Parce que là, non, mais ça, sans déconner, j'ai eu tellement peur que là, elle joue plus maintenant. Voilà, elle reste out de toute la partie. Hein, voilà. Clairement. Et on va finir avec les deux qui ont fait tout le travail. Je pense qu'à eux deux, ils ont fait peut-être 70%, 75% du boulot. Hein, facile. Hein. C'est un truc de malade quand même. Alors évidemment, tout cela a un prix. Évidemment, tout cela a un prix. Évidemment qu'on a utilisé beaucoup les armes ultimes. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire...
On est sur l'épilogue. On va réparer une fois les armes, parce qu'on aura évidemment besoin de faire réparation, forcément, au bout d'un moment, parce qu'on les utilise énormément. Mais une fois qu'on aura réparé, il restera encore 50 charges, et normalement, voilà, ça devrait passer jusqu'à la fin de la... Vous voyez, à la fin de la partie. La fin de l'épilogue, plutôt. Parce que la fin de la partie, c'est bon, ça sera bon, hein, parce que là, on voit que ça ira parfaitement, mais plutôt jusqu'à la fin de l'épilogue. Et ouais, parce que là, on est obligé, constamment, comme en fait, si vous voulez, on est obligé de garder l'arme qui nous octroie quand même un bonus de résistance. Hein. Donc déjà, on est obligé de la garder dans la phase de l'ennemi, mais aussi, comme on veut tuer l'ennemi quand même facilement, et avec une protection pour pas trop prendre de dégâts. Et ouais, il y a aussi ça, évidemment, hein, puisque si vous affrontez que des mecs comme ça qui vous attaquent avec de la magie, ce qui est le cas, il n'y a que ça, il y a une grosse ligne de ça, bah il faut avoir de la protection contre ça. Donc vous aurez plutôt tendance à utiliser Tearfing et évidemment Mistletoe. Et ce qui fait bah, du coup que vous cramez, hein, il n'y a que ça qui est utilisé, et donc là ils sont peut-être à une vingtaine de charges peut-être. Et donc du coup voilà, 20 charges pour réparer, bah, ça fait 30 000 hein, qu'il faudra payer pour réparer la petite arme, hein. Donc c'est cher, hein, c'est très cher. Donc là faut quand même faire gaffe. Mais en même temps, dès que j'ai pu utiliser la Brave Sword pour notre ami Sélif, je l'ai fait. Mais c'était pas tout le temps non plus. Hein. Et très longtemps on a été exposé, donc on pouvait pas se le permettre vraiment. Donc voilà, moi je fais ce que je peux. Hein, et de toute façon c'est la dernière map, c'est l'épilogue. Allez, hein, on se fait plaisir, tranquille. Voilà, donc là, on comprend vite que il reste maintenant très peu de gens et on va pouvoir s'exposer un petit peu plus. Hein, cette fois, c'est bon. Ils sont plus assez nombreux pour représenter une menace. Donc maintenant, eh bien, on va faire acte de danse, hein, la danse de la victoire. Évidemment, vous le voyez, ce fabuleux losange qui va servir de point de mire pour la danseuse, évidemment. Parce qu'ils ont tellement rien branlé que ils vont peut-être servir à quelque chose maintenant. Il faudrait aussi qu'on parle à un moment donné quand même de Hyrule Warriors, hein, parce qu'on a vu quelques extraits là, quelques moments où on voit le jeu finalement en acte. Hein. Alors qu'est-ce que je pense de Hyrule Warriors? C'est toujours du Fire Emblem. Hein. Pardon, je dis Hyrule Warriors. Vous m'avez compris, évidemment, c'est Fire Emblem Warriors. Effectivement, faudra qu'on en parle quand même de tout ça, parce que c'est quand même du Fire Emblem. Mais avant, on va peut-être voir quand même la conversation entre Tiny et Arthur, donc les deux frères et sœurs. Alors, rappelons quand même que Tiny et Arthur, en fait, ce sont deux frères et sœurs qui sont de 7 contrées, en fait. Hein. Enfin, pardon. Alors, rappelons quand même hein, que Tiny et Arthur ont un lien de parenté avec tous ceux qui foutent le bordel actuellement, en fait. Hein. Bloom, Ishtar, etc. C'est de la même engeance, hein, de la même famille. Donc, évidemment, ils parlent de leur passé, de leur enfance. Ils détestaient Hilda, par exemple, hein, la vieille matrone, là, vous savez, hein, qui a une tête très anguleuse, en fait, hein, qui a les cheveux rouges, hein, il me semble bien. Non, peut-être les cheveux marrons. Attendez, je confonds. Non, les cheveux marrons, je crois. Mais voilà, donc toute cette famille... eux, c'est vrai qu'ils sont un petit peu dans une délicatesse, parce que c'est vrai que ils font partie de cette famille un peu étrange. C'est un petit peu la même posture que
dans la génération 1 pour, d'ailleurs, leurs deux parents, hein, ils se sont bien trouvés, leurs deux parents, puisqu'ils ont des points communs, qu'était-il tué, et notre ami, le frère de Harvis, évidemment. Donc voilà, j'ai pas fait de cadeau au boss avec Ares, hein. 100% de précision, du critique, il avait aucune chance. Et donc ouais, pour Fire Emblem Warriors, personnellement, moi alors, faut savoir que j'ai fait Hero Warriors, hein. Il y a un certain temps, je l'avais pas encore fait, là c'est bon, je l'ai fait. Et j'ai plutôt bien aimé. Alors ce que j'ai plutôt bien aimé, c'est surtout le mode histoire, hein, le mode où on nous raconte quelque chose, parce qu'évidemment que une des failles de ce jeu, c'est, je trouve personnellement, le mode carte, qui est plutôt intéressant quand vous le débloquez, voilà. Vous voulez vraiment débloquer toutes les cases, mais quelque part quand même, c'est des combats un peu toujours les mêmes, hein, vous faites toujours un petit peu la même chose, c'est un petit peu rébarbatif. Mais, comment dire, j'ai pas été saoulé avant longtemps, voilà, si on peut le dire comme ça. Donc ça veut dire quand même que ces jeux-là ont une qualité, hein, que je sais apprécier. C'est défoulant, ça vous défoule beaucoup. Et personnellement, je suis assez pressé de voir ce que ça va donner pour les Fire Emblem. Et surtout pour le mode histoire qui est assez palpitant. Ça se laisse bien suivre, hein, c'est ce que je veux dire. Donc, moi, je suis pas contre acheter ce jeu, hein, sur Switch. Je sens que je vais y prendre du plaisir. Alors, ce que je regrette un peu, c'est que là, on se dirige vers un truc où il n'y a que des héros de Awakening et Fates, hein. C'est un petit peu dommage. On aurait aimé peut-être voir d'autres héros, vraiment genre Sigurd, Seif, Ike, etc. Parce que là, bon, c'est pas mes groupes préférés, hein. C'est vraiment les Fire Emblem récents, ça fait un peu Kiku LOL, Kiku pour les nouveaux venus, bon, hein, c'est un petit peu dommage. Enfin bon, on verra ça, hein, quand ça sortira. Et donc moi je donne rendez-vous pour la prochaine partie qui sera la partie numéro 36, toujours sur cet épilogue, hein, donc ne manquez surtout pas ça. Et moi, je vous dis à plus.